Au moment d'acheter une maison ou un appartement, il y a une erreur que tout le monde commet, ou en tout cas beaucoup de gens. C'est qu'ils imaginent déjà leur magnifique cuisine, leur salon super confortable, ou encore leur salle de bain avec une belle douche à l'italienne. Bref, ils rêvent déjà de leur coin de paradis. Mais ce qu'ils oublient complètement, c'est d'évaluer le revenu locatif du bien, c'est-à-dire le loyer qu'ils pourraient toucher s'ils mettaient en location la maison ou l'appartement. C'est vraiment extrêmement important, c'est essentiel, même si l'objectif premier n'est pas de mettre en location, mais plutôt d'y vivre. Et ça, je t'ai préparé un exemple très simple pour le comprendre. Et juste avant de voir ça ensemble, je remarque que ton esprit critique est peut-être en train de se réveiller et que tu te dis « mais d'où il sort ce petit con pour me parler d'immobilier ?» En fait, mon activité principale, c'est le journalisme, mais très vite, j'ai voulu développer un complément de revenu, une sorte de filet de sécurité. Et il y a déjà 4 ou 5 ans, je me suis lancé dans l'immobilier, parce que c'était quelque chose qui m'attirait, mon père est menuisier à la base, je l'aide depuis que j'ai 15 ans, donc j'avais une certaine affinité déjà au départ. Du coup, avec un associé, on a acheté une maison, on a divisé en 2 appartements. Au début, on ne savait pas trop quoi faire, si on allait vivre dedans, éventuellement, louer. Et puis finalement, on vient de vendre les 2 appartements. Résultat, j'ai doublé l'argent que j'avais mis au départ, les frais d'achat, d'acquisition et l'argent que j'ai mis moi-même un petit peu dans les travaux. Et là, en fait, j'ai lancé un projet pour créer un nouvel appartement à côté et pour rénover une autre maison. Je suis en train de chercher un bien à acheter. Et puis à côté de cette expérience très pratique, j'ai lu franchement des centaines d'articles, des livres, des vidéos pour m'informer sur le sujet. Et juste avant de fermer la parenthèse, une dernière précision, ne te fais pas d'illusions sur moi, je ne suis pas un petit héritier qui investit l'argent qu'il a reçu de sa famille pour se faire encore plus de fric. L'argent que j'ai investi, c'est tout simplement l'argent que je gagne tous les mois avec mon boulot. Et je suis pas du genre à aller sur chantier avec ma petite chemise et mes petits mocassins pour regarder ce qui se passe et partir après 2 minutes. Je ne fais pas du tout tous les travaux moi-même, je fais appel à des corps de métier, mais je mets quand même toujours la main à la pâte, faire du béton, du mortier, des petites finitions, peinture, etc. Et je te mettrai une petite photo au montage pour que tu puisses un peu te payer ma tête. Maintenant, revenons-en à notre sujet. Parce qu'acheter un appartement ou une maison, c'est toujours un événement spécial. Prenons un exemple simple avec le cas de Georges. Non, pas lui, lui. Voilà. Imaginons qu'il cherche une maison de 75 mètres carrés sur Nancy. Il scrute les sites internet, il va voir des agences immobilières, il prend rendez-vous avec son banquier, il visite un tas de bâtiments jusqu'à ce qu'il finisse par trouver un bien qui l'intéresse. Et là, il imagine déjà l'aménagement du salon, son petit bureau, son dressing bien rangé, sa cuisine full équipée, et même peut-être l'emplacement de sa future piscine dans le jardin. Il vérifie son budget, il fait une offre, et puis c'est parti. Bon, ça reste un exemple fictif, mais j'ai quand même regardé un petit peu la moyenne des prix sur Nancy, et disons que pour sa maison, Georges doit emprunter 150 000 € pour l'achat. Mais en plus, il souhaite la rénover et faire des travaux pour qu'elle soit à son goût, et donc il fait un crédit travaux de 50 000 €. Résultat, il doit rembourser environ 1 000 € par mois à la banque pendant 20 ans. Et pour les frais d'acquisition, en fait, il doit sortir de sa poche environ 14 000 €. Une fois sa maison achetée, Georges fait ses travaux, il met des matériaux de qualité, parfois même du haut de gamme, tout simplement parce qu'il se dit que c'est là qu'il va vivre et que donc il a besoin que ce soit confortable, que ça lui plaise et qu'en plus ça va rajouter de la valeur à sa maison. Mais comme ça arrive souvent, il finit par épuiser son budget travaux. Du coup, il fait un peu le tour de ses proches, de sa famille et il arrive à emprunter encore 10 000 €. Ça l'embête un petit peu, mais au fond, il se dit que ce n'est pas grave parce qu'il est en train de construire son rêve. Mais après 2 ou 3 ans, aïe, Georges perd son emploi, ou alors il doit changer de job, ou alors son couple vole en éclats, ou bien il doit se rapprocher de ses parents parce qu'il a son père ou sa mère qui est malade et il doit s'en occuper, ou encore il décide d'aller vivre dans le sud, au soleil, comme certains. Peu importe la raison, il doit déménager. Et ça, c'est une situation qui est loin d'être rare. J'ai un petit peu regardé, et les sondages sont ce qu'ils sont, c'est pas parfait, mais les notaires de France ont publié une étude réalisée en 2019 sur 1500 personnes. Résultat, les Français changeraient en moyenne 5 fois de logement au cours de leur vie. Du coup, Georges a 2 choix. Soit il vend sa maison, soit il la met en location. Au départ, Georges se dit qu'il va plutôt louer sa maison, comme ça il la garde comme investissement pour l'avenir. Alors il fait ses calculs, et il compte 1 000 € de mensualité pour le crédit,
il compte 100 € mensuels pour couvrir les impôts divers qu'il doit payer, 25 € par mois pour couvrir les frais d'assurance, 250 € par mois pour rembourser petit à petit l'argent emprunté à ses proches, parce qu'à un moment il faut bien les rembourser, et encore 50 € par mois qu'il mettra de côté pour faire des petites réparations au changement de locataire. Résultat, il doit trouver un locataire prêt à payer 1425 € par mois pour être à l'équilibre. Et ça, c'est sans compter les frais d'acquisition de la maison. Bref, c'est mission impossible. Georges décide alors de vendre. Et là aussi, il fait ses calculs. Son bien lui a coûté 224 000 €, frais de travaux et d'acquisition compris. Et vu qu'il a acheté il n'y a pas longtemps, en fait, il n'a pas encore beaucoup remboursé de capital sur le crédit qu'il a fait auprès de la banque. Parce que les premières années, tu rembourses surtout la partie intérêt du crédit. Du coup, il doit le vendre plus ou moins à ce prix-là. Mais en plus, s'il passe par une agence, elle lui prendra autour des 7 500 € pour la vente. Résultat, il doit trouver un acheteur qui est prêt à mettre 230 000 € pour acquérir sa maison. Ça représente 1 150 € par mois si jamais l'acheteur fait un crédit en 20 ans et 19 000 € de frais d'acquisition. Et ça, en espérant que les matériaux que Georges a choisis dans sa maison, le carrelage, la peinture, les portes d'intérieur, plaisent aux acheteurs justement. Bref, ce n'est pas impossible, mais tu vois que la vente s'annonce extrêmement compliquée. Si on analyse un petit peu le cas de Georges, on peut se dire qu'il a acheté son bien certainement trop cher. Peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, il s'est trop focalisé sur un quartier en particulier, parce que peut-être c'était le quartier de son enfance, ou parce que c'est là qu'il travaille, et donc il voulait absolument une maison à cet endroit-là, ou alors il a eu un coup de cœur, et il a arrêté de comparer avec d'autres maisons, les prix, et il a fait des offres, des enchères, jusqu'à monter à un prix assez élevé, et puis il a investi beaucoup d'argent dans les travaux, parce qu'il voulait avoir la maison de ses rêves. Conséquence, il se retrouve pieds et poings liés, avec un gros crédit à rembourser. Il n'a plus de marge de manœuvre pour économiser et investir son argent dans d'autres choses. Il s'est complètement déconnecté du marché immobilier. Sa maison ne correspond pas forcément à ce qui est recherché, ou alors le prix est beaucoup trop élevé. Et au lieu d'être un investissement, sa maison est en réalité devenue un passif extrêmement coûteux. Alors justement, à ce sujet, beaucoup de spécialistes ou de conseillers en immobilier sur Internet vont te dire de plutôt louer l'endroit où tu vis. Ça paraît un petit peu contre-intuitif, on se dit qu'on préfère mettre de l'argent dans quelque chose qui nous appartient, mais leur explication, et c'est cohérent, hein, ça se tient, c'est qu'il vaut mieux louer, comme ça tu peux toujours aller auprès de ta banque et dire écoutez, je loue, mais j'aimerais bien acheter pour y vivre. Donc ils vont dire c'est très bien, c'est bien pensé monsieur ou madame, et du coup t'achètes, et sauf qu'au lieu d'aller vivre dedans, tu le mets en location et tu fais un bénéfice. Et puis tu fais quelques projets comme ça, jusqu'à un moment où ta banque te dira non, là tu vas voir une autre banque, tu essayes de négocier, etc. Et c'est comme ça qu'au final, tu crées une sorte d'empire immobilier. Sauf que tout le monde n'a pas envie d'y mettre autant d'énergie, tout le monde n'a pas les connaissances en matière de chantier, d'achat immobilier, ou tout simplement, tout le monde n'a pas envie de se créer un empire immobilier et d'avoir tous les tracas, tous les problèmes qui vont avec. Du coup, si ton but, c'est simplement d'acheter une maison ou un appartement pour y vivre, il y a une solution toute simple pour éviter de se retrouver dans la merde, pour ainsi dire, comme Georges. En fait, c'est tout simplement d'analyser quel est le revenu locatif que tu vas pouvoir toucher avec cette maison, avec cet appartement. Ça, c'est vraiment la base de l'investissement immobilier. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur la maison ou l'appartement qu'ils achètent comme étant l'endroit où ils vont vivre, et que donc cet endroit où ils vont vivre doit correspondre à leurs rêves, à leurs envies, parfois même à leurs envies les plus folles, et donc ils sont prêts à dépenser énormément d'argent pour que ça corresponde à leur projet. Mais ils oublient qu'un jour, ils vont peut-être devoir revendre ou mettre en location ce bien, et là, tout ce qu'ils auront dépensé, ils n'arriveront peut-être pas à le récupérer. Ça, c'est vraiment l'erreur fatale, entre guillemets, à éviter, et la solution, c'est avant même d'acheter, de faire le tour des agences immobilières, des sites internet, de prendre un maximum d'infos de sources différentes pour être sûr de ne pas te tromper, et d'évaluer le loyer que tu pourrais toucher si tu mettais en location la maison ou l'appartement que tu veux acheter. Ce simple chiffre te permettra de dresser une sorte de barrière, de frontière à ne pas dépasser. Ce sera ton phare. Si tu le dépasses, c'est la catastrophe. Bon, j'exagère un petit peu, mais imaginons que le loyer que tu pourrais percevoir, c'est 750 €. Eh bien, tu sais que ton bien immobilier ne doit pas te coûter plus de 750 € par mois.
tout frais compris, toutes charges comprises. Résultat, si tu restes suffisamment à distance de ton phare, eh bien tu sais très bien que tu pourras facilement vendre ton bien, ou que tu pourras facilement le mettre en location, et que dans les deux cas, tu pourrais même toucher un bénéfice, que ce soit à la revente ou à la location. Après, il existe d'autres solutions pour rentabiliser un achat immobilier. Tu peux acheter moins cher déjà à la base pour faire une bonne affaire si possible. Tu peux faire un prêt en 25 ans, donc une durée plus longue pour que les mensualités soient plus faibles. Tu peux diviser le bien si l'urbanisme est d'accord. Tu peux aussi faire une colocation pour avoir plus de locataires et donc un petit peu augmenter la rentabilité. Tu peux aussi faire un prêt sur 10 ans, c'est une stratégie complètement différente et tu te dis, je rembourse tout en 10 ans et comme ça dans 10 ans je peux le mettre en location ou le revendre et vraiment faire un gros bénéfice. Sauf que là, souvent, ces 10 années, c'est les 10 plus belles années de ta vie et donc tu te retrouves pendant ce temps-là à rembourser un gros crédit et donc si tu as un revenu qui n'est pas énorme, tu risques d'avoir la corde au cou. Ou encore, tu peux faire de la location courte durée, par exemple via Airbnb. Mais là, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et puis, il ne faut pas se retrouver dans une épidémie comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, mon exemple est assez généraliste. Il y a plein de cas particuliers dans lesquels la situation sera différente. On peut émettre des critiques par rapport à cet exemple que j'ai donné. Bien sûr, j'en suis conscient. Mais il permet d'illustrer ce conseil très simple. Lorsque tu achètes un bien immobilier, reste connecté à la réalité du marché et garde toujours un coup d'avance. Dis-toi qu'un jour, tu vas peut-être devoir revendre le bien ou le mettre en location. Et dis-toi bien que ce n'est pas parce que tu mets du marbre partout ou une piscine dans le jardin que tu vas multiplier, à moins d'avoir beaucoup de chance, par 2 ou par 3 la valeur du bien. Pour aller plus loin, je te mets en description des liens vers des livres, vers des ressources, des outils utiles en matière d'immobilier. Et si tu as des questions ou des remarques, laisse un commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir de partager avec toi mes quelques connaissances dans le domaine ou d'apprendre des nouvelles choses grâce à toi. Et si tu connais quelqu'un qui va bientôt acheter un appart ou une maison, envoie-lui ma vidéo. Et justement, pour terminer, si tu es encore là, je dois t'avouer que j'ai hésité à faire cette vidéo, tout simplement parce qu'en général, je partage plutôt des analyses, des enquêtes, des opinions. Et donc, je n'étais pas sûr que ça cadre vraiment avec ce que je fais d'habitude. Et puis, je me suis dit, au fond, le but de mon aventure sur Internet, c'est de t'aider à aiguiser ton esprit pour protéger ton portefeuille, éviter de te faire avoir par des arnaques, comprendre les stratégies des entreprises, etc. Et que donc, pour un sujet aussi important que l'immobilier, au final, sur Internet, on trouve beaucoup de conseils pour l'investissement pur et dur, pour se créer un empire immobilier. Au final, ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Et en matière d'achat simple, pour avoir un lieu de vie comme monsieur et madame tout le monde, là, on trouve beaucoup moins de conseils pertinents. Et du coup, je me dis que pour un sujet aussi important, ça valait bien une petite vidéo. Et si tu veux continuer à affûter ton cerveau, n'oublie pas de t'inscrire au courrier du consommateur avisé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 1 ou 2 emails avec des infos et des conseils que j'envoie chaque semaine, toujours très simple à lire. Je te mets un lien dans la description. Et sur ce, prends soin de toi. Ciao!